Mariam, je le rappelle, vous êtes la directrice de la MPH, la Maison des personnes handicapées. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc Mariam, on commence avec ce sujet qui vous a marqué cette année, l'année dernière et qui vous marque encore, qui marque les Mahorais, le désert médical en manque Mayotte et en manque cruel de médecins. On regarde ce reportage. Cela fait près de 2 ans que les médecins libéraux, mais également ceux du CHM, alertent les pouvoirs publics sur le manque chronique de médecins libéraux et pourtant rien n'est fait. À titre de comparaison, la Lozère est considérée comme un désert médical avec grosso modo 50 médecins pour 70 000 habitants, tandis qu'à Mayotte, on peut compter moins d'une cinquantaine de libéraux pour près de 300 000 habitants. Un véritable problème en termes d'attractivité. En termes d'activité ou d'attractivité, on est très loin. Nous, on a proposé en tant que syndicat des coefficients d'attractivité géographiques pour pouvoir attirer des médecins. Ça n'a pas été accepté. Maintenant, on pourrait passer à une autre étape d'attractivité, de dire aux médecins, est-ce que le territoire, pourquoi le territoire de Mayotte vous réfute ou vous répugne, ou pourquoi vous ne venez pas en ce sens-là ici travailler? Face à ce constat, les médecins s'inquiètent de l'absence de réaction du ministère de la Santé pour pallier le manque d'attractivité. De plus, les médecins demandent à bénéficier d'exemptions de taxes pour les équipements médicaux, un investissement matériel extrêmement important et qu'il faut payer entre 30 et 40% plus cher pour le faire venir de métropole. Un grand nombre de problèmes qui poussent le peu de médecins qui restent à quitter le département. Un médecin, c'est avant tout un être humain, un citoyen. C'est pas un Superman ni Superwoman. Il a ses problématiques qu'on a tout le monde. Quand il va chez le boulanger, il fait la queue comme tout le monde, il achète son pain. S'il se fait agresser, s'il se fait cambrioler, s'il se fait violenter autant ses enfants que lui et sa femme, et tous ces différents vécus quotidiens de monsieur lambda, le médecin le vit aussi. Donc, je dirais à compétence égale, à salaire égal, à rendement égal et à statut égal, les gens vont ailleurs pour gagner leur vie. La problématique reste donc la même depuis près de 2 ans. Le ministère de la Santé ne semble pas prendre le problème au sérieux. En attendant, le syndicat des médecins libéraux ne compte pas en rester là. Une deadline était prévue au 31 décembre 2013 suite aux négociations entreprises avec Marisol Touraine lors de sa visite sur le 101e département. Mais depuis, rien. Manque de médecins, c'est problématique, Mariam, quand même. Si vous le dites, parce que moi je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais qu'il y a un problème. Maintenant, s'il manque de médecins, bien évidemment, on en a besoin, les médecins. On a besoin, en Mayotte, on est plus de 250 000. On a besoin de médecins, bien évidemment. Et donc, ici, concrètement, à Mayotte, vous avez déjà eu à vivre ce genre de problématiques liées à ce désert médical. Comment vous le vivez, vous, Mariam ? En tant que citoyen, aller à l'hôpital, attendre des heures parce qu'un médecin qui est là, qui est fatigué, qui travaille dans des conditions inhumaines. Je suis désolée, quand on l'a, on sait que c'est le même médecin qui a reçu les 20 personnes qui vous ont précédé. Ça interroge, c'est humain. En tant que professionnel, bien évidemment, c'est aussi très inquiétant. Je suis directrice de la Maison des personnes handicapées. On a besoin de médecins et quand on n'en a pas, ça freine les dossiers, voilà. Vous savez que bientôt, dans quelques semaines, auront lieu les élections cantonales avec le renouvellement des élus pour certains, au Conseil général. Alors, si vous aviez un message à leur faire passer à ces nouveaux élus qui vont occuper les lieux, quel serait-il, Mariam ? C'est de penser à Mayotte. Je pense qu'ils ont tous la capacité et les moyens d'avancer des projets à Mayotte. Maintenant, il faudra
avoir la conviction, il faudra aller au-delà de ce qu'on connaît traditionnel à Mayotte, hein, au-delà des partis, au-delà des personnes, au-delà des cantons, et penser à la construction de Mayotte et aux électeurs qui l'ont beaucoup apporté. Il y a quelque temps, on rigolait avec un collègue en disant si ces élus savaient la fierté de leurs proches de leur voir élus, maire, conseiller général, comme conseiller, ils allaient faire beaucoup d'efforts. On rencontre des mères de famille qui se présentent spontanément et qui ont vraiment besoin de préciser qu'ils sont, quelle est la mère de tel élu. Avec beaucoup de fierté parce que elle sait, elle est consciente des attentes de la population à cette personne et de se voir la population de Mayotte, c'est également de se voir les proches qui les ont amenés à ces postes-là. Donc le message que j'ai à leur dire, c'est que les 26 auront la capacité, parce qu'on ne choisira pas n'importe qui, bien évidemment, de faire avancer les Mayotte. Maintenant, il faudra avoir la conviction de faire avancer Mayotte et dire aux femmes, là, vous échapperez pas non plus à la violence. Parce qu'on le rappelle, la parité s'installe au Conseil général. La 13 femmes, 13 hommes. La parité s'installe. Donc là, la violence institutionnelle est levée. Parce que on a bel et bien permis aux femmes, notamment aux femmes maoraises, d'avoir leur place d'une manière équitable. Maintenant, la violence sociétale comme entre hommes et femmes, ça va exister et que on les encourage à se surpasser comme nous tous on se surpasse. Il ne faut pas qu'ils pensent que là-bas ça sera différent. Ça sera de la même manière que la place que ces femmes-là occupent aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, en tant que cadre, en tant que tout ce qu'on veut. Là-bas ça sera la même chose, mais on compte avec un pouvoir de décision en plus. Avec un pouvoir de décision en plus. Des écoles primaires qui manquent de locaux, cela se retrouve aussi dans le secondaire avec cette proposition qui a été faite. Pourquoi pas tenter les modulables? On regarde ce reportage. Traiter l'urgence avec les critères que l'on a ici ou là. Répondre à l'urgence pour construire les 500 classes qui manquent à Mayotte. Tel est le mot d'ordre du préfet Seymour Morsi. Pour montrer aux maires les possibilités qui s'offrent à eux, il les a donc conviés à une visite du collège Kaweni 3. Ici, des constructions modulaires sont sorties de terre en seulement 7 mois et elles accueillent aujourd'hui 600 élèves dans une vingtaine de classes. Une bonne réponse à l'urgence selon le préfet. On vient voir, on vient découvrir, on vient poser les questions. Les questions qui ont été posées au fur et à mesure de la visite ont permis de peut-être de créer des doutes, mais surtout d'en lever un certain nombre. Et que là, la démonstration qui semble devoir être faite, c'est que le modulaire, c'est plus du tout ce que l'on a pu connaître à une certaine époque. Que au-delà de ce modulaire qui d'une certaine génération, il y en a encore une nouvelle qui vraisemblablement peut répondre encore mieux aux besoins et aux attentes des parents, des enfants, des professeurs et de la vie scolaire au quotidien. À chaque étape de la visite, les maîtres d'ouvrage, le vice-rectorat et la DEAL ont apporté des informations aux maires. L'architecte du bâtiment était aussi présent pour les questions plus techniques. Mais si les constructions modulaires ont convaincu dans l'ensemble, elles doivent rester des solutions à court terme. Mais moi, mon souci, c'est le moyen long terme. C'est-à-dire au bout de 10 ans, je pense que ce ne serait pas souhaitable de pouvoir continuer toujours à utiliser les modulaires pour les classes. Puisque d'ici là, je l'espère en tout cas, nous aurons la possibilité de au moins absorber une partie de ce retard, sinon la totalité de ce retard. Donc le modulaire, pour l'urgence, oui, mais pour le moyen et long terme, il faudra passer à autre chose.
Coût total de la construction du collège K3, plus de 4 millions d'euros. Reste à savoir si les maires de Lille feront rapidement les démarches auprès de la préfecture et que les 5 millions restants dans l'enveloppe budgétaire pour 2014 suffiront à faire sortir de terre quelques classes très rapidement. Des salles de classe en modulable. Eric, vous, c'est une solution qui vous paraît intéressante ? Écoutez, nous on est pragmatique à l'UNSA. Vu l'urgence, je trouve l'idée intéressante dans le sens qu'on pourra proposer aux enfants un accueil digne et proposer des conditions de travail dignes à nos collègues enseignants. Donc nous, on considère que dans le calendrier très contraint qui est celui de l'éducation nationale à Mayotte, l'urgence était d'équiper, d'accueillir les enfants dans des conditions satisfaisantes. Donc ça ne nous choque pas. Par contre, nous avons encore signifié vendredi au préfet qu'il fallait aussi voir la construction sur du long terme et qu'il ne fallait surtout pas pour nous voir la construction du parc scolaire seulement sous l'angle du modulaire, parce que sinon on serait très vite dans des installations peu durables qui ne s'inscrivent pas dans une politique à long terme. Donc pour vous, une solution qui s'adapte justement à la situation, mais qui ne doit être que provisoire. C'est ça. Et on parlait justement de ces constructions de salles de classe. On a vu quelques polémiques sur le coût de certaines d'entre elles. Est-ce que vous avez suivi, Eric ? Ce qui semble apparaître, c'est que on est sur des chiffres qui sont totalement, pour l'instant, qui ne sont que des supputations, dans le sens que tout est conditionné par les appels d'offres. Un premier point. Et le second point, c'est que il y a, une fois que les marchés publics par appel d'offres, c'est une obligation légale, seront publiés par les municipalités, et ce sont seulement les municipalités qui ont cette responsabilité, ce n'est pas de la responsabilité de l'État, ce n'est qu'à partir de ces appels d'offres qui seront étudiés et par le préfet et par un personnel de la DIECT, nous pourrons avoir une idée exacte du coût des écoles, et du moins des classes. Et donc, j'avoue que quand j'ai vu l'article d'Orange Mayotte sur ce point, j'ai été totalement surpris et saisi. Il est bien évident que si on est sur des coûts faramineux qui avoisinent ceux qui existaient de l'époque du SMIAM, on serait passé totalement à côté finalement de ce que nous avons tous les syndicats souhaité, à savoir une gestion directe de l'État de cette question de la construction des écoles dans le premier degré. Donc là, on parle de 200 salles de classe en 2015 et il semblerait qu'il en manque quand même 600 à l'échelle de Mayotte. Oui, on ne peut pas tout faire. Rome ne s'est pas construite en un jour. On fait les choses au rythme où c'est possible. Ce marché va ouvrir un marché de l'emploi relativement important, et c'est quand même aussi une bonne nouvelle pour Mayotte, puisque par le modulaire, et pour éviter les fameux coûts de l'octroi de mer qui taxe à 45% les produits de construction, ce qui est un scandale, soit dit en passant. Il serait temps que le Conseil général se penche sur cette question. Comment se fait-il qu'on taxe 45% le matériel d'équipement de construction quand on sait que les besoins qu'il y a à Mayotte, si ce n'est c'est une forme de détournement de l'argent public, enfin de mon point de vue. De même que 45% de taxation des livres ou des journaux, de la presse, c'est totalement inadmissible. Voilà, donc le fait de passer au modulaire va permettre de créer de l'emploi, des entreprises qui sont déjà à Mayotte, et de les faire travailler, elles, plutôt que d'importer.
Dans quelques semaines auront lieu les élections cantonales ici à Mayotte, comme dans tout le territoire français et autres départements. Si vous aviez un message à faire passer aux élus qui vont occuper la place au Conseil général, quel serait-il ? Oula, beaucoup de choses. La première des choses, c'est que je demanderai aux élus d'être à la hauteur de leurs engagements et de leurs prérogatives, de ne pas les ignorer surtout, en particulier sur la question de la mise en place de la réforme des rythmes, des constructions scolaires, de tout ce qui nécessite des projets pour des financements. Parce que l'argent ne tombe pas du ciel comme cela, il ne suffit pas de le demander, il faut des projets qui tiennent la route. Je voudrais ne plus voir ce que j'ai vu il y a quelques semaines, à savoir une formation proposée à des élus pour monter des projets européens, et cette formation a été boudée par 90% des personnes qui étaient inscrites pourtant. J'espère ne plus voir cela après ces élections cantonales. Voilà, donc le mieux qui pourrait arriver à Mayotte, c'est d'avoir des élus soucieux des responsabilités qui leur incombent et de les assumer pleinement. On finit cette première partie avec ce sujet concernant la PMI de Kaweni qui n'est pas en très bon état. On regarde les précisions dans ce reportage. Une maison vide, des agents dehors et des familles qui ont dû rebourser chemin. En l'absence des agents, difficile de trouver une personne à qui parler. Et l'odeur nauséabonde nous laisse perplexes. Les agents de la PMI ont dû quitter leur bureau pour éviter de vomir, explique-t-il. Les patients n'ont pas pu faire vacciner leur enfant ce matin. Les familles demandent à ce que le Conseil général trouve une solution au plus vite. Elles sont nombreuses à s'être déplacées pour des vaccins, mais aucune information ne circule. Difficile de savoir quand un nouveau rendez-vous sera programmé. Pour le conseiller général Jacques-Martial Henry, président de la commission santé et sociale, les agents de la PMI n'entretiennent pas leur bureau. Il y a des femmes de ménage qui sont payées par le conseil général, qui doivent faire leur travail. On achète des produits d'entretien et qu'ils arrêtent de manger dans les bureaux ou de faire la cuisine. Il y en a même qui amènent des autocuiseurs dans les bureaux, des gâteaux qui traînent partout. Il ne faut pas s'étonner qu'après, il y a des cafards. Alors à qui la faute? Nul ne le sait, mais en entendant, ce sont les enfants qui pâtissent de la situation. Encore une fois, on ne sait pas comment cette histoire va finir, mais une chose est sûre, l'odeur de ces locaux ferait fuir n'importe qui. Un état de délabrement inquiétant. Jacques Martial, on vous a vu justement intervenir dans le reportage. Vous êtes indigné? Oui, il n'y a pas eu un état de délabrement. Les portes ne sont pas cassées, les murs ne sont pas sales, les carreaux ne sont pas cassés. On ne m'a pas dit qu'il n'y a pas de matériel pour pouvoir travailler. Du tout, ce qu'on nous a dit, c'est que c'est sale et que ça sent mauvais. Voilà, je confirme encore une fois que nous avons des agents d'entretien qui sont payés tous les mois. Nous achetons des produits d'entretien. Même si vous venez dans le bâtiment du conseil général, là, au siège, comme on dit, le siège central, comme on dit, mais allez dans les couloirs, si vous n'allez pas voir des cafards traîner partout. Allez dans les couloirs, si vous n'allez pas sentir des odeurs de sauce viande ou de mataba ou les gens qui viennent éplucher leurs bananes pour faire la cuisine dans les bureaux. Donc c'est inadmissible de laisser des agents
du Conseil général et travailler de cette manière-là. C'est inadmissible. Moi, je ne comprends pas pourquoi les autorités, ceux qui dirigent le Conseil général, les directeurs déjà, et le président du Conseil général, n'arrêtent pas cette situation. Moi, il y a 4 jours, mais il y avait tellement de cafards dans les couloirs, tellement. Et vous sentez vraiment, voire même des fois, on oublie. Une fois, il y avait l'électricité qui était coupée pendant 24 heures. Mais ça sentait tellement mauvais parce que toutes les viandes, les poissons, tout ce qu'on a, les nourritures qu'on avait mis dans les frigidaires, dans leur bureau, ont pourri et ça sentait tellement mauvais. Mais c'est inadmissible. Il n'y a pas des notes de service qui circulent, qui interdisent. C'est inadmissible qu'on amène carrément des autocuiseurs dans des locaux du Conseil général pour faire son riz. Alors que les agents sont payés. Il y a des brochettes partout. Il y a des petits restaurants partout où ils devront aller manger. Mais j'arrive pas à comprendre ça et je suis vraiment... vraiment choqué. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Que sanctionner ni peut-être ? le directeur, ni le président du Conseil général, personne ne fait rien pour arrêter cette insulte à l'égard selon vous ? de Mayotte. Il faudrait sanctionner ? Il faut arrêter ce genre de situation. Arrêter ce genre de situation. On ne peut pas accepter ça. On a des jolis bureaux, des jolis locaux qui sont bien équipés. Et cette manière-là, c'est inadmissible de trouver des cafards en quantité importante traîner dans les couloirs. Ça ne s'explique pas dans un monde civilisé. Et c'est très choquant, oui. Et depuis que je suis élu en 2008, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours connu ça. Et pourquoi ça ne change pas ? Parce qu'on ne veut... C'est pourquoi on ne veut rien changer. On ne veut rien changer. Les gens sont insensibles à une telle situation qui insulte l'administration du Conseil général. On ne peut pas accepter ça. On a affaire à des gens... On aurait l'impression que les gens n'ont aucune éducation. Aucune. À ce point-là. Oui, j'ai l'impression que les gens n'ont aucune éducation. Parce qu'on ne peut pas accepter un directeur qui se respecte, un président qui se respecte, ne peut pas accepter une telle situation. C'est insultant. Et moi, ça me révolte énormément. Et je crois, si jamais j'étais le président du Conseil général, c'est la première chose que j'aurais arrêté. D'accord. Quand vous allez à l'accueil, que les gens mangent des gâteaux à l'accueil, que les gens viennent vendre des bodys de Dubaï à l'accueil, que les gens viennent avec leurs enfants à l'accueil, mais c'est inadmissible. Inadmissible. Ce que je vois à Mayotte, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Alors c'est ici qu'on achève la première partie de ce numéro des Rendez-vous de l'info. On se retrouve juste après la pub. Hier, je me rappelle, on était 2 petites filles qui jouaient à la marelle. Aujourd'hui, mais encore, la vie nous sourit, on pense qu'à faire la belle. Quelque temps plus tard, on commence à penser et à se poser des questions. Où suis-je ? Qu'est-ce que je fais dans ce monde ? Comment est la vie et les gens qui nous entourent ? Hier, on était petites et gentilles. Aujourd'hui, on est grandes et méchantes. On pense qu'en nous, on oublie les autres et on devient égoïste. À force d'aimer l'argent, on devient avare, insouciant et bête. Qu'est-ce que me réserve la vie ? Où dois-je fuir ? I don't know, je me demande vraiment. Je suis triste seule, alors qu'hier on était 2. Ce paysage qui m'entoure et qui m'aide à laisser de côté ce désespoir. Tous ces gens qui me passionnent, qui me consolent et qui font semblant d'être mes amis. Dans la vie, on se croit fort et meilleur alors qu'on dépend des autres.
La rivalité entre deux villages, c'est du feu ardent enfermé dans une cage. C'est une force insupportable et une colère incontrôlable. On veut seulement anéantir les autres et on fait que penser à ça. Alors Romain, on va commencer cette émission avec une très bonne nouvelle. Le lagon de Mayotte qui fait parler de lui à l'extérieur. Je vous laisse regarder ces images et on en reparle juste après. Il est l'un des plus grands et des plus beaux au monde. 1550 km² de superficie et une profondeur variant entre 30 et 45 mètres. Entouré d'une barrière de corail, il s'agit d'une véritable garderie pour beaucoup d'espèces marines, animales ou végétales. Le lagon Maoré, une richesse que le député européen Younous Omarji souhaite inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je crois que c'est une nécessité aujourd'hui. Ça permettra à la fois de donner un rayonnement international au lagon de Mayotte et à Mayotte. Ça participera au développement de l'économie touristique. Ça permettra de sauvegarder la biodiversité marine et ça ira dans le sens des intérêts des petits pêcheurs. L'UNESCO, organisation onusienne, vise à encourager à travers le monde l'identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel considéré comme une valeur exceptionnelle pour l'humanité et une application universelle. Une démarche qui est donc vue d'un bon œil par la population de l'île au lagon. Pour le tourisme, ça peut être intéressant. Donc pour moi, bonne nouvelle. Les gens qui sont extérieurs, qui ne connaissent pas Mayotte, ils pourront découvrir Mayotte avec sa richesse et sa beauté. C'est la richesse, c'est le patrimoine issu de population maoré, tout simplement. Et l'image aussi pour la beauté de notre île. Un lagon qui pourrait ainsi être le premier site local reconnu au niveau international et s'ajouter aux 38 sites français classés au patrimoine mondial de l'humanité. Un sérieux atout pour le 101e département, notamment dans le domaine touristique. Romain, l'un des plus beaux lagons au monde, Mayotte fait parler d'elle avec cet atout majeur. Vous, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez ce reportage ? Alors c'est sûr qu'un des plus beaux lagons du monde, on peut pas en douter, c'est sûr qu'il est magnifique. Moi j'ai la chance d'habiter au bord, de pouvoir aller m'y baigner régulièrement et c'est vrai qu'il n'y a même pas besoin de prendre de bateau et de partir très loin pour voir des sites sous-marins absolument magnifiques avec des coraux, les poissons, les tortues. Malheureusement, j'ai vu dans votre reportage les dugongs, j'en ai encore jamais vu, mais je désespère pas. Les baleines, les dauphins. Maintenant, c'est sûr que ce classement au patrimoine mondial de l'humanité, ce serait très important. Mais pour ça, il faut que les autorités et les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et regardent comment faire pour protéger justement ce lagon. À l'heure où, par exemple, la plage de Sakouli a été fermée pour cause de pollution aux excréments et tout ça, je pense que pour qu'il y ait ce classement qui sera important pour notre département, il faut qu'en amont, vraiment les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et s'occupent de ce bijou qui entoure notre île et qu'il faut impérativement préserver pour la suite. Alors, on le dit souvent, les Maoris ne connaissent pas suffisamment le lagon, leur lagon. Qu'est-ce que vous auriez à dire concernant ces paroles ? Je pense que c'est vrai. Il y a beaucoup de Mahorais que je côtoie de tous les âges qui connaissent pas le lagon. Il y en a qui ont jamais mis ne serait-ce qu'un masque pour regarder ce qui se passait en dessous. Alors il y a beaucoup de pêcheurs, mais pour eux le lagon, eux ils voient le dessus et ils récoltent ce qu'il y a en dessous. C'est important, la pêche, notamment la pêche traditionnelle qu'on peut voir autour de chez nous. Maintenant, ces gens-là, je pense qu'il faudrait avoir des initiatives pour pouvoir les former et une pédagogie aussi pour les enfants, pour leur expliquer que s'ils veulent continuer à profiter de ça, que ce soit pour la pêche, donc pour se nourrir,
ou pour attirer du monde et faire vivre l'artisanat et tous les acteurs économiques du tourisme. C'est très important que ces gens mahorais soient formés et sachent qu'ils ont ce bijou-là qui leur appartient à eux. Et donc pour moi c'est très important qu'ils apprennent à voir ce qu'il y a en dessous. Prochainement, vous savez, Romain, que les cantonales vont se tenir, les élections cantonales ici à Mayotte, comme partout ailleurs en France d'ailleurs. Votre message aux futurs élus? Alors mon message aux futurs élus, qui nous écoutent, parce que on a beau leur parler, on a beau aller les voir, ils nous reçoivent toujours avec des grands sourires et en nous disant que nos projets sont très bien. Quand il y a des photographes ou des caméras, ils sont bien présents sur les images, mais par contre dans les faits, on n'a rien. Donc on a eu un petit coup de main de Jeunesse et Sport. Heureusement, d'ailleurs j'en profite pour remercier David Hervé qui nous suit régulièrement et qui vraiment appuie nos projets. Mais concernant nos élus, voilà, maintenant vous avez vu, ça fait 3 ans qu'on le fait tout seul. Je pense qu'on n'a plus à prouver qu'on était capable de le faire. Maintenant, si on veut développer ça pour la jeunesse mahoraise, pour le tourisme, pour le sport et pour l'activité que ça représente, donc la création d'emplois qui aura forcément en augmentant nos activités, aidez-nous parce que c'est bien de nous encourager verbalement et de nous recevoir dans vos bureaux quand vous nous recevez. Mais maintenant, il faut passer à l'action, je pense. Mariam, je vous propose de continuer avec ce sujet. On parle toujours d'handicap avec ce jeune homme qui évolue à La Réunion, un étudiant qui, par exemplarité, est venu nous faire part un peu de son expérience. Et on le voit, le handicap ne condamne pas. On regarde ces images. Son parcours suscite le respect de ses camarades. À tout juste 21 ans, Ahmed illustre parfaitement le dicton « À cœur vaillant, rien d'impossible ». Non-voyant depuis tout petit, l'une de ses grandes joies, le partage. Ainsi, ce matin, au lycée de Mamoudzou, le contact est facile. Les adolescents sont admiratifs du chemin parcouru. C'est dans quelle classe là? Seconde. Ouais, c'est le début. Le début, c'est un peu chiant, mais après, ça roule. Moi, je trouve ça courageux parce qu'il n'y aurait pas tout le monde qui l'aurait fait. Il y en aurait qui auraient baissé les bras. Et lui, au contraire, il a préféré avancer. C'est un modèle, en fait, puisque malgré son handicap, il a réussi à avoir son bac et tout. Et ça donne envie de l'avoir, de bien étudier pour. Une société mahoraise qui n'est pas prête à assumer les personnes handicapées et un jeune lucide face à cette triste réalité. Comment bénéficier d'une scolarité comme les autres lorsqu'on est en situation d'handicap? Ahmed compare souvent l'évolution de la situation des personnes handicapées de La Réunion à Mayotte. Il est conscient du travail qui reste à faire sur l'île pour intégrer et socialiser les personnes portant un handicap. Il y a aussi l'AH, l'allocation adulte handicapé. Je crois qu'ici aussi il y a, mais c'est pas le même. On ne reçoit pas le même revenu. Il y a aussi la PCH qui permet à la personne de payer un aide ménagère. Mais il faut aussi que ces gens-là, les politiciens, parce que là, on ne parle plus en termes de personnes, on parle de politiciens. Parce que c'est eux qui nous représentent à Paris, c'est eux qui nous représentent dans les assemblées nationales, c'est eux qui nous représentent là-bas. C'est à eux de se lever, de dire, on a besoin de ça pour nos jeunes. Ainsi, pour tous les départements français, les personnes handicapées bénéficient d'une réduction d'impôts, de l'accès au logement, la carte de stationnement, d'une allocation aux personnes handicapées, d'une aide ménagère. Chaque année, les projets présentés par les élus n'abordent pas la question du quotidien des personnes handicapées, mais elles continuent à s'accrocher à la vie et se battent pour mener une vie normale. L'exemple de ce jeune Mahorais qui évolue à La Réunion et qui dit que pour lui, malgré son handicap, tout se passe bien. Il a réussi à avoir une scolarité sans encombre. C'est une situation que vous aimeriez voir à Mayotte, Mariam ? C'est une situation qu'on va forcément voir parce qu'on a des bacheliers et plus qui sont en situation de handicap, mais en rappel, les écoles adaptées à Mayotte ont vu le jour dans les années 80, je pense que c'était 93. Donc c'est très juste en tout cas et c'est peu à peu que les choses évoluent. À Mayotte aujourd'hui, les élèves scolarisés en milieu
milieu ordinaire adapté, ces élèves-là bénéficient de beaucoup d'appui, d'une présence d'une tierce pour les accompagner, de matériel adapté. C'est pas suffisant, mais ça existe. Ils bénéficient d'une possibilité d'aménagement de règles ou des examens aussi. Donc ça va venir, ça viendra. Et ici, en fait, pour comprendre un petit peu la situation, parce qu'on est là justement pour en parler, Mariam, un parent qui a un enfant en situation de handicap, comment ça se passe au niveau de sa scolarisation quel organisme, quel est l'interlocuteur privilégié pour ces familles? Alors, nous rencontrons deux situations à la Maison des personnes handicapées, parce qu'on existe depuis 3 ans, donc vous imaginez qu'il y avait des élèves handicapés qui étaient scolarisés avant qu'on existe. Donc, pour ces élèves-là, il y a 9 enseignants référents qui sont affectés dans les différents secteurs, qui travaillent avec les psychologues scolaires, qui travaillent avec les directeurs des différents établissements, les chefs d'établissement tout court pour le secondaire. Et quand c'est repéré, ce sont ces enseignants référents qui aident les familles à constituer les dossiers et à saisir la MPH. Parce qu'à un moment donné, le directeur d'école ou l'enseignant tout court a repéré quelque chose qui nécessiterait une réunion d'abord d'équipe pédagogique au sein de l'établissement, en présence d'un psychologue, en présence de la maman. Et à partir de là, ils prennent la décision d'orienter la famille vers la MPH pour une saisine. Après, on instruit le dossier, soit on est sur le champ du handicap, soit on ne l'est pas. Si on ne l'est pas, tant mieux, très bien, on renvoie à la MPA, au vice-rectorat qui va trouver d'autres façons d'aider l'enfant si c'est un problème lié à son apprentissage. Sinon, si c'est dans le champ du handicap, c'est là où l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation composée de psychologues, de médecins, d'infirmiers, des travailleurs sociaux, autant des assistants sociaux comme des éducateurs spécialisés, vont se réunir et évaluer la situation de l'enfant. Quels sont ses besoins réels? Là, on va déterminer si l'enfant relève du milieu ordinaire, donc il va aller en établissement, mais avec un besoin d'un AVS, ou bien on va décider, on va aller vers une situation d'école adaptée par rapport à l'handicap. Tout dépend du degré de handicap qui a été repéré en fait. Ça dépend du degré du handicap, ça dépend de la typologie du handicap. Est-ce que ça relève d'une déficience intellectuelle, comme ça peut relever d'une déficience motrice? Voilà. Donc, ça dépendra de tout ça. Après, ces propositions-là sont soumises à une commission départementale des personnes handicapées qui s'est réunie à la MPH une fois par mois, présidée par les services de l'État, mais en présence des associations représentant des familles handicapées, comme en présence des élus du Conseil général et des différents services qui œuvrent pour l'insertion des personnes en précarité sociale. Quand on vous écoute, on a l'impression que le circuit peut être assez long. Combien de temps ça prend entre le diagnostic et justement la mise en place du dispositif adapté à l'enfant? Là, ça va très vite. Là, on est en moyenne 4 mois. On est vraiment autour de 4 mois. Là, pour la prochaine commission qui a lieu le 15 janvier, c'est la première commission de 2015, on est en train de présenter des dossiers qui datent de cet été, août-novembre. J'ai participé à une réunion d'équipe pluridisciplinaire de chez nous et j'ai vu qu'il y a des dossiers qui relèvent du mois de novembre et d'août là qui sont présentés. Donc les choses se mettent tout doucement en place ici à Mayotte. Les choses se mettent en place. Hein. On a d'autres choses qui nous échappent pas, d'autres contraintes. Le désert médical, ça se ressent chez nous. Le tourne-vers du personnel, ça se ressent chez nous. Mais sinon, ça va.
on va continuer avec un autre sujet qui a également marqué l'année 2014 et ce début d'année 2015, les coupures AEDM, les coupures d'électricité qui ont été fréquentes, on le rappelle. Je vous laisse regarder ce reportage. 3 heures étaient annoncées pour le rétablissement de l'électricité. Les délais auront été respectés avec un retour progressif de l'alimentation sur le nord vers 16h20 pour s'étendre ensuite point par point au reste du territoire. Cette fois, l'identification rapide de la panne aura permis une intervention ciblée des techniciens. Il s'agit donc d'une mauvaise passe pour le fournisseur d'énergie et pour la population, puisqu'en un an, 3 très grosses pannes ont secoué le territoire. L'amélioration du système est en cours. Il y a d'ailleurs nécessité, pour mémoire, un investissement global de 128 millions d'euros, avec la pose notamment de 3 nouveaux moteurs dernière génération à Longoni et la réalisation de la première ligne haute tension mahoraise qui sera mise en service dans les prochaines semaines. En attendant, le ras-le-bol de la population commence à se faire entendre. Tous espèrent un peu de répit et de garder leurs bougies bien à l'abri. Jacques, ces coupures répétées, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, moi je rigole quand les gens sont paniqués, quand les gens oublient vite. Moi, vous savez, j'ai une quarantaine d'années, j'ai 41 ans. J'imagine ceux qui sont nés avant moi, ce qu'ils ont connu. En plus, moi j'ai vécu à Mamoudzou. Imaginons ceux qui ont vécu loin de Mamoudzou. On n'avait pas l'électricité dans ce pays, il n'y avait rien. Les gens oublient vite. Et il suffit que le courant soit coupé 1 heure, que tout le monde oublie que pendant toute une année, chacun avait une lampe de poche. Mais le contexte est différent. On a un certain confort de vie et on s'y habitue vite. Oui, mais les gens oublient vite ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont. C'est pas les quelques coupures d'électricité d'EDM ou qui vont... oui, il faut s'adapter avec le jour où il y a les coupures. Mais beaucoup de gens mettent en avant le fait que ces coupures ont des conséquences négatives aussi sur notamment leur électroménager, leur bien matériel, même aussi pour certaines entreprises sur leur activité. Donc les conséquences, je ne suis pas matérialiste. Les conséquences sont quand même là, elles sont visibles, Jacques. Oui. Mais moi, je ne suis pas matérialiste. Je suis contre cette occidentalisation à l'outrance. Je suis contre le fait que... Mais économiquement, ça touche les Mahorais, ces coupures. Comment économiquement ça touche Une entreprise qui ne peut pas travailler parce qu'il y a une coupure de courant pendant 3 heures, mais il attend. Mais en tout cas, les gens oublient vite. Oui. Les gens oublient ce qu'ils étaient. Et nous avons... les ordinateurs ont remplacé nos cerveaux. Voilà, vous trouvez quelqu'un qui a un congélateur plein pendant toute une année, alors qu'il n'ouvre même pas son congélateur pour se nourrir, alors qu'il y a des gens qui ont faim. Qui peuvent, à l'époque, les gens partageaient parce qu'il n'y avait pas ces objets. Et que au moins ça leur permet de réfléchir et ça leur permet de devenir humains, parce que quand l'électricité est coupée, ils vident tout ce qu'il y a dans le congélateur pour partager. Franchement, je suis contre cette occidentalisation à l'outrance. Je suis contre cette manière vraiment que l'individu est aliéné par des objets matériels, et il n'y a que les matérialistes qui sont très touchés quand et ça démontre vraiment ce que l'individu n'est plus... il y a une déshumanisation de l'homme. Donc pour vous, concrètement, lors de ces coupures, alors là, vous moi, n'avez pas été affecté plus que ça? Ça me fait ni chaud ni froid. J'ai connu pire. J'ai connu 365 jours où il n'y avait pas d'électricité. À notre temps, il n'y en avait pas ça. Il n'y en avait pas ça. On se prend pour qui? On oublie ce que nous sommes. D'où nous venons. Et est-ce que justement ces coupures répétées ne sont pas aussi l'occasion de réfléchir à d'autres possibilités énergétiques, en fait, d'autres pistes? Je crois que c'est un sujet qui me pousse à philosopher. Hein. Oui.
Moi, personnellement, je ne me retrouve pas dans ce monde des portables, dans ce monde des machines, dans ce monde tout technologie, où l'individu s'autodétruit lui-même, dans ce monde où on fabrique des armes pour aller tuer des innocents. Je ne me retrouve pas dans ce monde. Et franchement, je n'ai pas envie de philosopher, mais j'estime qu'on ne se contente pas uniquement du peu pour mieux vivre et partager, mais on se contente toujours d'inventer, et à chaque fois qu'on invente quelque chose, on l'exhibe, on devient fier de cette invention. Quelques temps après, on dit que oui, c'est devenu désuète, donc il faut autre chose. Mais jusqu'à quand? Jusqu'au jour où aujourd'hui nous subissons des objets nous sommes devenus des esclaves des objets qui sont nés de nos propres fabrications, quoi. Mais est-ce que les Mahorais ont beaucoup attendu la départementalisation? Ça en fait partie aussi, le développement, Jacques? Oui, mais le développement, pour moi, ce n'est pas l'autodestruction de l'humanité. Ça, c'est pas pour moi un développement. Je suis savoir pour faire la part des choses. Un développement équilibré, un développement qui s'incorpore à travers l'environnement naturel et l'environnement culturel de l'individu. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme un homme de Cro-Magnon, mais je crois que la manière dont ce développement est géré, c'est une régression, parce que c'est pas l'homme qui se développe. Au contraire, l'homme ne se retrouve plus dans ce développement. J'aimerais revenir avec vous sur votre position ici à Mayotte, sur comment vous vivez l'éducation en tant que formateur ici, localement. Écoutez, moi je considère qu'à Mayotte, quand on est passionné par son travail, c'est un territoire formidable. On se sent vraiment utile. On a envie de donner à des élèves qui sont souvent très demandeurs, qui sont pour la plupart extrêmement gentils, qui ont envie d'apprendre, qui reconnaissent l'autorité de l'enseignant. Et on a beaucoup de satisfaction à Mayotte. Maintenant, c'est vrai que la problématique des enfants qui n'ont pas de conditions dignes pour travailler à la maison, par exemple, ou qui n'ont pas, on va dire, le réflexe de travailler, nous pousse à travailler autrement. Mais c'est un défi passionnant. Et en tant que formateur maintenant des enseignants, je vois des choses se mettre en place, en particulier dans le premier degré, qui sont absolument passionnantes. En particulier les passerelles entre le mahorais et le français pour faciliter l'apprentissage de la langue française. Et ça, j'y suis très favorable. Donc quand vous dites vous devez enseigner autrement, ça se manifeste comment au quotidien? Ça se manifeste par une organisation du cours différente, une différenciation dans on va dire la vitesse pour atteindre les objectifs que doivent atteindre tous les élèves. Ça demande une variation dans les exercices au sein même du cours. Ça demande une évaluation bienveillante selon les capacités de chacun. Une évaluation qui vise surtout à encourager plutôt qu'à décourager. Voilà, ce sont des choses qui peuvent se mettre assez facilement en place et qui permettent de voir des enfants rapidement progresser. Merci beaucoup Eric pour toutes ces précisions. C'est ici que s'achève la deuxième partie des Rendez-vous de l'Info. L'émission s'achève ici. Je vous retrouve demain, toujours avec vous Eric, pour un autre numéro des Rendez-vous de l'Info.